il est vrai que les matériels progressent techniquement de façon dingue. Autant l'HomePod d'Apple, les choses comme ça progresse de folie. Il y a les amplis maintenant à 300 € qui sont Dolby Atmos et autres. Donc les gens achètent ces matériels, c'est des matériels qui sont réputés, avec Netflix et autres qui balancent tous les signaux de tous les côtés, et installent ça dans des pièces. Les pièces sont leurs pièces à eux, et ont souvent des résultats qui sont quelquefois un petit peu décevants, parce que justement les pièces ne sont pas ce qu'on appelle traitées acoustiquement. Alors vous avez essayé, j'espère en tous les cas, à nos côtés ici, avec le public qui va tenir le coup et s'accrocher au Laker, essayer de répondre un petit peu à toutes ces problématiques qu'on peut trouver sur justement le traitement acoustique. Qui veut commencer à me parler de ça? Je vais commencer. Donc en fait, il faut savoir que quand on écoute un système audio dans une pièce, en fait, sauf si on est vraiment très proche du système, en fait, passer une certaine distance, ce qu'on entend en premier majoritairement, c'est sa pièce. La pièce. La pièce. Donc en fait, on va entendre, en fait, si vous voulez, les ondes qui vont arriver à vos oreilles, elles auront été au moins réfléchies par une fois dans une des parois, donc que ce soit le sol, les murs ou le plafond. Et le problème, c'est qu'à chaque réflexion, l'onde se déforme. Donc vous pouvez avoir un système audio à 200 000 €. Si vous avez une pièce, si vous avez une pièce qui est à 2 €, entre guillemets, vous entendrez le résultat d'une pièce à 2 €, c'est-à-dire une très mauvaise acoustique, ça va complètement dénaturer le message sonore de votre système à 200 000 €. C'est pour ça notamment que quand vous allez, je ne sais pas, vous allez dans des studios d'enregistrement, quand vous allez dans des auditoriums, tout ça, il y a énormément de traitements acoustiques, parce que ça permet effectivement de mettre en valeur le message musical et ce qu'on veut reproduire. Pour que les gens aient une sorte d'image, quand on va justement à l'Opéra Garnier, on a tous les panneaux acoustiques, ce qu'on appelle les panneaux acoustiques, il faut expliquer aux gens, c'est ces panneaux qui permettent on va dire piéger les sons, enfin corriger les choses pour que chaque spectateur entende correctement dans la salle. C'est ce que n'ont pas les gens. Alors justement, tu as bien expliqué la chose. Quelles sont les solutions que justement les gens peuvent apporter pour améliorer? Quand tu fous 300, 400, 500, 1000, 1200 € dans du matos, c'est que ça sonne super mal parce que tu as des réflexions de partout, tu entends les murs, la tapis, la moquette et tout. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux gens qui nous regardent? Alors, c'est vrai que de base, il y a effectivement deux choses. Il y a l'acoustique que l'on appelle active et l'acoustique passive. C'est des termes qui sont un peu galvaudés. En fait, on parle surtout d'une acoustique sur les matériaux d'abord, et après on parle du matériel qui va permettre d'améliorer aussi cette acoustique déjà des matériaux et de la pièce. Effectivement, le salon est une pièce, comme d'ailleurs au final un home cinéma particulier ou un studio ou une salle d'écoute particulière. La problématique du salon, que l'on a tous, c'est qu'évidemment on ne peut pas mettre des traitements acoustiques, et je pense que monsieur ou madame forcément aura aussi du mal, en tout cas si c'est un couple, à supporter certaines problématiques esthétiques. Voilà, donc du coup c'est une problématique, et c'est, on va dire, il y a des solutions. On peut améliorer certains placements même par rapport aux enceintes, par rapport déjà à son canapé. C'est bête, mais on peut l'éloigner un peu du mur pour améliorer un peu le confort acoustique. Il y a aussi des très beaux matériaux acoustiques qui aujourd'hui quand même ils font des grands efforts sur le design. Mais on arrive à un moment où effectivement il y a une limite, et cette limite elle est prise après, on va dire, en compte par du coup l'acoustique dite active, donc le matériel électronique qui permet d'améliorer encore plus. Mais c'est vrai que cette problématique du salon, elle est claire et nette, et on la connaît tous, je pense. Voilà. Mais justement, dans tout ce que tu dis, moi je mets encore à la place des gens qui nous regardent, il y a des tas de choses qu'on dit dans les légendes urbaines, alors les boîtes d'œufs, la moquette, le marbre, le bois, il faut éviter, pas mettre le boomer au sol, tout va exploser. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça par rapport à tous les éléments que je vais vous dire? Moquette, pas moquette, tapis, pas mettre le boomer au sol, mettre des pointes en métal. Quelles sont les choses que vous pouvez dire aux gens pour les aider à avoir, entre guillemets, un minimum de réflexion? Parce que comme tu disais tout à l'heure, très justement, on entend la pièce, quoi. Il faut essayer de la rendre neutre, d'où la chambre sourde qui existe pour qu'il n'y ait pas du tout. Alors, c'est vrai qu'après, c'est toute une question en fait, de fréquence. Et quand on parle d'une pièce, la problématique de l'absorption, de la diffusion, des réflexions, c'est une problématique de fréquence aussi. Donc toutes les fréquences ne se valent pas, ne réagissent pas de la même façon sur les parois. On a notamment la problématique du verre, qui va être très réfléchissante dans les fréquences aiguës, mais qui va aussi laisser passer énormément les très basses fréquences. On a une problématique, par exemple, les briques creuses vont absorber une partie des fréquences, etc. etc. C'est vrai que c'est assez complexe. La moquette est très efficace dans les médiums au médium, parce qu'on avait des fréquences plutôt élevées, mais en basse, elles ne vaudront rien en absorption. Donc c'est vrai que tout ça, évidemment, ça dépend énormément de qu'est-ce qu'on a comme matériaux dans notre salon. Et après, tout est question de pouvoir l'adapter correctement pour avoir un rendu. Mais c'est vrai que c'est toujours très complexe, puisqu'on a
des volumes complètement différents entre les pièces, et je le comprends très souvent aussi par rapport aux clients qui viennent écouter, qui disent mais attendez, mon salon, moi j'ai une pièce de 20 mètres carrés, ou à l'inverse, j'ai... Un truc à 4 mètres de plafond. Voilà, exactement, j'ai une hauteur sous Moi, j'ai 4 plafond mètres de plafond incroyable. chez moi, c'est juste Tout la à fait. cata complet. Voilà. On va dire, moi, c'est... Donc malheureusement, il n'y a pas de solution toute faite, et malheureusement, effectivement, il y a certaines légendes urbaines, effectivement les boîtes d'œufs. Les boîtes d'œufs, voilà. Ça, J'en ai parlé tout à l'heure dans les salons, Ouais. j'ai fait faire un truc sur traitement acoustique. Ah ouais, super, je vais acheter des œufs sur le sucre, je vais tapisser le truc. En plus, tu as fait Voilà, des ce qu'il essais, en disait. plus, toi, Oui, techniques. alors les boîtes d'œufs en acoustique, c'est pas bon. C'est au recyclage, les boîtes d'œufs. En fait, ça se mesure la réponse d'une boîte neuve. On peut la mesurer. Il y a des gens qui payent des gens, des scientifiques qui mesurent des boîtes d'œufs, ils tapissent et ils mesurent. Parce que c'est quand même sérieux comme une légende urbaine. Ça. Ah non, c'est pas, non, mais c'est pas sérieux une comme légende. Moi, je pense avoir les courbes, d'ailleurs, j'ai dû les garder. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une courbe qui est très irrégulière, donc ça va absorber un peu de médium, puis après, rien du tout, puis des trucs. Donc c'est vrai que la boîte d'œufs, en fait, il y a cette légende urbaine parce qu'elle ressemble un peu à du traitement acoustique qu'on peut voir dans les studios. Et notamment un truc, alors je vais prendre un truc un terme un peu technique, notamment ce qui s'appelle le diffuseur de Schroeder, qui est un peu ou comme des cubes en relief de différentes On trouve hauteurs. dans les chambres sourdes. On trouve dans les chambres autour. Donc finalement, je pense que l'analogie, elle est visuelle. Et les pointes aussi, parce Voilà. qu'il y a l'idée des pointes. Voilà, et tout, exactement. les jets. Mais l'analogie, elle est juste visuelle. Les boîtes d'œufs, franchement, il faut surtout pas les utiliser. Ça peut être, ok, c'est gratuit, mais voilà, vous avez le résultat de quelque chose de gratuit. C'est vraiment pas bon. Il n'y a pas de, enfin, n'importe quel, même des œufs bio, ça ne marche pas. Les boîtes d'œufs bio, ça ne marche pas plus. Donc voilà. Donc franchement, non. Et puis il faut vraiment utiliser. Alors après, voilà, il faut vraiment utiliser dans le traitement passif, des traitements acoustiques passifs, des panneaux. Il y a énormément de fabricants. Donc Non. Je vais t'arrêter parce que là, depuis le début, on parle. Mais là, vous me dites, alors, il y a les matériaux, il y a ça. Est-ce que vous imaginez 30 secondes les gens qui se disent, bon, voilà, j'ai un salon, qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as pas installé des panneaux. C'est difficile de se dire, il n'y a plus de marbre, il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a après comme façon d'agir tout à fait active pour compenser par l'électronique? C'est-à-dire, moi, j'ai entendu beaucoup parler, et je vais jouer le béotien de base, du micro-compose, justement avec Yamaha qui était ici tout à l'heure, le Yamaha, où le micro va commencer à analyser toute la pièce. Est-ce que ça peut régler certains problèmes qu'on ne peut pas régler avec une moquette en l'enlevant ou un truc comme ça? Est-ce que cette solution fonctionne pour essayer de traiter acoustiquement une pièce de façon active? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça ne va pas. Alors effectivement, il y a le traitement acoustique actif n'est pas efficace sur une chose, c'est le temps de réverbération de la pièce. Où là, on est forcément. Le temps de réverbération de pièce, c'est quand vous êtes dans une église ou une cathédrale, vous avez vachement d'écho. Donc en fait, vous avez un grand temps de réverbération. Quand vous êtes dans un salon ou dans une chambre. Tu peux avoir un temps de retard, il ne peut pas avoir un temps de latence pour compenser ça. Ouais, non, ça c'est très compliqué. Ok. Voilà. Mais par contre, après, pour tout le reste, on peut effectivement avec le traitement acoustique actif. Donc en fait, le traitement acoustique actif, c'est en fait le signal. On prend le signal audio, il va rentrer dans ce qu'on appelle des filtres. Et en fait, les filtres vont modifier ce signal pour qu'effectivement, ils vont enlever des échos, ils vont modifier un peu la réponse. Ils vont jouer sur différents paramètres qui sont très compliqués. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, voilà, moi, ça m'a occupé pendant mes études et ça continue à m'occuper 15 ans après. Mais en fait, il va modifier en fait, les défauts. Il va en fait jouer sur les défauts du signal. C'est-à-dire qu'il ne va pas modifier le message musical. Il va jouer sur les défauts du signal qui sont apportés par la pièce pour les enlever en fait. Donc c'est des algorithmes qui sont très compliqués. Effectivement, on a forcément une phase où on a une mesure avec un micro. Alors soit c'est un micro simple qui va prendre uniquement certaines informations, soit maintenant on a des micros en fait en 3 dimensions, des micros qui permettent de capter un champ acoustique en 3 dimensions, et ce champ acoustique en 3 dimensions, en fait, après il est rentré dans la machine, et du coup, la machine elle a une vision Il est mappé, c'est un mapping de la pièce, exactement. un mapping audio, c'est ce que fait voilà, Yamaha. exactement. Donc moi je fais pas mal de calibration de salles de cinéma privées, donc quand j'ai 32 haut-parleurs dans une salle de cinéma privée, avec une mesure, je connais exactement la position des 32 haut-parleurs. Ça c'est merveilleux. Donc, et du coup, après, comme je connais la position des 32 haut-parleurs et les défauts qui sont associés pour chaque haut-parleur, la machine, elle est capable de corriger et de créer quelque chose qui est à l'écoute avec une image sonore qui est beaucoup plus réaliste en fait. C'est adaptif en fin de compte, tu t'adaptes en fin de compte, la machine s'adapte, elle a fait le mapping, elle s'adapte. Elle s'adapte à la pièce, c'est-à-dire qu'on va garder que les bons côtés de la pièce et enlever les mauvais côtés. Alors à propos de, tu me parles des haut-parleurs 32 et autres, toi tu bosses sûrement celle-ci, vous êtes tous les deux là-dedans, le Dolby Atmos, le TSX, c'est une problématique encore complémentaire, parce que ça rajoute encore un truc par-dessus, les gens en parlent beaucoup, tout le monde est là, oui alors le Dolby Atmos, le TSX, mais on était déjà complètement perdus avec 5 enceintes, on voyait beaucoup de gens qui repartent en 2.1 virtuel, les barres de son simulent en permanence, c'est les reines des simulatrices quand même, les barres de son, elles ont 3 haut-parleurs à balance 12 canaux, c'est que, voilà, on est en plein délire quoi, je veux dire, le truc il est là, il t'invente ce qui n'existe pas, et c'est ce que les gens sont en train de s'équiper, parce qu'ils en ont marre d'avoir l'enceinte partout, et en même temps, il y a une partie de la profession qui dit, bon ok, tu as ta barre de son en 2.0, mais moi je vais te balancer du Dolby Atmos sur 11 enceintes à l'envers que la vache du pré va enchaîner les briques, et voilà, et on va où avec ça? C'est la dualité complète. Oui, l'Atmos, alors c'est vrai que plus il y a d'enceintes, plus il y a de problèmes en fait, parce que les enceintes, en fait, la réponse d'une enceinte,
et on va avoir deux réponses enceintes, en fait, elles interagissent entre elles. Donc plus on a d'enceintes, plus en fait, plus on a de problèmes, parce qu'effectivement, si en plus on a une acoustique de la pièce réverbérante, en fait, réverbération d'une pièce, c'est comme si ça rajoutait d'autres enceintes virtuelles. Donc en fait, on va passer de, je sais pas, de 12 enceintes à 200 000 enceintes en fait. Donc si on n'arrive pas à contrôler effectivement tout ça de manière numérique ou avec du traitement acoustique passif, ben, en fait, on se retrouve avec le but du Dolby Atmos, c'est des codecs immersifs, qu'on appelle, les DSX, c'est effectivement de recréer une ambiance et de recréer vraiment quelque chose qui vous enveloppe. Le problème, c'est que l'oreille est très sensible à ce genre d'informations parce que en fait, dès la nuit des temps, en fait, on a toujours été dans un environnement, immersif, hein, même quand on était dans une grotte. Enfin, quand les hommes préhistoriques, ils étaient dans un environnement immersif quand ils étaient dans une grotte de tout temps. Donc, on est très sensible à ça. Et quand en fait le champ sonore n'est pas correctement créé, en fait, c'est brouillon. On a l'impression qu'on n'est pas immergé, que le son est plaqué contre les murs, qu'il est très mal localisé. Tout vient de n'importe où, quoi, tout vient de n'importe où. Et du coup, en fait, si vous voulez, on n'a pas la sensation d'être dans le film. Et justement, une bonne correction acoustique passive et active, les deux complémentaires, ça permet effectivement de recréer ce champ. Et en fait, après, l'idée, en fait, la salle cinéma ultime, pour moi, c'est la salle cinéma. Vous prenez la personne qui a mixé le film, soit le film, le disque, vous la prenez, vous la mettez dans la salle cinéma, elle a dit, OK, c'est exactement mon travail. Ça, c'est la bonne salle cinéma. Oui, mais enfin, là, il faut arrêter le soir un peu. Bon, mais le truc, je comprends très bien. Enfin, moi, je fais des reportages un peu partout, tu le sais. J'ai vu ça, j'ai assisté à des mixages et autres, mais il y a entre l'utopie et la réalité. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser encore, tous ces formats qui arrivent, justement, on parle du IMAX Enhance, on parle des Dolby Atmos,